Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une émission très très spéciale puisque j'ai le plaisir en fait à l'heure où j'enregistre ce podcast d'être entouré d'une vingtaine d'autrices et d'auteurs du label 619. Alors ils vont pas tous passer au micro les uns après les autres, mais hors micro, est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit juste pour que chacun vous entende, s'il vous plaît. Dites bonjour. Je pense que les gens se rendent compte de l'ambiance dans la salle. Alors c'est phénoménal. C'est phénoménal. Voilà, il y a du champagne, il y a de la poudreuse, il y a tout ce qu'on veut, quoi, ce qu'on aime un peu. Bah voilà, c'est comme ça que le milieu de la bande dessinée vit. Mais justement, c'est une émission un peu spéciale en fait. On va pas parler de projets forcément en particulier, mais l'idée c'est de discuter avec toutes ces personnes de qu'est-ce que ça peut être le milieu de la bande dessinée. Bah quand en fait il y a pas de bande dessinée forcément en cours de création, donc on va avoir plein d'auteurs qui vont se relier pour nous raconter des anecdotes de tout genre, et donc eh bien on va pouvoir commencer tout simplement. Donc on va pouvoir commencer tout de suite cette émission spéciale dans la joie et dans la bonne humeur, et ma première intervenante s'appelle Isabelle Bautian. Salut Isabelle, comment tu vas? Salut, ça va pas mal. Eh ben, je t'en prie, tu as eu le courage de te lancer, puisque voilà, t'es quand même entouré de tous tes pairs, et c'est intimidant. Oui, même moi, qui posaient sur moi. Ouais, ils attendent tous, surtout que tu nous as vendu un truc de zinzin et tout. Ouais, apparemment, on va tous tomber des nues. Mais voilà, donc, mais t'inquiète pas, c'est aussi impressionnant pour moi, parce que moi j'ai l'habitude de faire des podcasts en face à face avec une personne. Là, il y en a quand même une vingtaine, c'est très différent. Mais vas-y, raconte-nous ton histoire. Alors, en vrai, il m'est pas arrivé de trucs dingos, ou alors les trucs dingos qui me sont arrivés, c'était pas des trucs drôles, donc je vais pas forcément les raconter. Non, mais par contre, j'ai une question que j'aimerais soumettre à l'intelligence collective, donc soit de mes collègues ici, soit des gens qui nous écoutent, parce qu'il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Donc, quand je dis plusieurs fois, c'est en presque 20 ans de carrière, ça a dû m'arriver 5, 7 fois, je ne sais pas, diversement dans des festivals, des gens du public, des gens de l'organisation, ou enfin des gens que je croisais, et qui m'ont posé la question suivante. Ils me disaient que quand vous faites une bande dessinée, comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez le scénario et ensuite l'illustrateur le dessine? Ou est-ce que l'illustrateur fait le dessin et ensuite vous scénarisez? Voilà. Donc c'est tout. Mais en fait, je suis extrêmement perplexe suite à cette question, parce qu'en fait, je ne comprends pas. Alors, il y a des gens qui ont essayé de me dire, ouais, c'est parce qu'en fait, les gens, ils confondent peut-être le métier de scénariste avec le métier de lettreur. Mais déjà, bon, le métier de lettreur, personne connaît le métier de lettreur. Ça n'existe quasiment pas en France. Donc, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est juste des gens qui veulent faire la conversation et qui n'ont pas forcément réfléchi avant et qui se retrouvent en cours de route à dire, voilà. Mais si ça se trouve, il y a un vrai sens à cette question et j'aimerais le connaître. Et le problème, c'est que j'ai déjà demandé aux gens d'expliciter leurs pensées. Et le souci, c'est que c'est très difficile de demander aux gens d'expliciter leurs pensées sans avoir l'air de leur dire « mais vous êtes con ou quoi ?» Voilà. Et je jure que c'est pas ça que je veux dire. Je veux vraiment, vraiment comprendre comment, dans quel monde vous pouvez penser que la personne fait le dessin, donc avec les expressions, avec le découpage, avec toutes les questions et tout ce qui se passe, et que derrière nous, on scénarise. J'aimerais vraiment comprendre le sens de cette question. Donc si quelqu'un a une réponse, je veux bien l'entendre. Oui. Baptiste Pagani, tu veux apporter quelque chose à cette question? Est-ce que les gens confondent pas scénariste et dialoguiste? Est-ce que les gens pensent pas qu'on écrit les dialogues après, une fois qu'il y a les bulles déjà dessinées? Alors, on s'est posé la question, ça fait partie des hypothèses qu'on avait, mais je me dis, mais même comme ça, il y a forcément une histoire qui est racontée, même sans, il y a des expressions, enfin, il se passe forcément quelque chose. Donc, ça pourrait être un début d'explication, effectivement. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est le dessinateur qui crée l'histoire quand même. Donc, mais, je suis perplexitude. Circonspecte, même. Je suis circonspecte, voilà, merci. Run est avec nous également, il veut prendre la parole là-dessus. Non, c'est parce que ça me rappelle quelque chose, Isabelle. Nous, une fois, on était dans une agence multimédia, Team Schman, donc là, je suis avec Tony et Yoc. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait un politique qui était venu nous visiter. Donc, il y avait... C'était qui ? C'était Bérou, oui.
Et donc François Bayrou qui déboule. Pourquoi vous rigolez tous quand on dit Bayrou? C'est quand même bizarre. Donc François Bayrou qui déboule dans les locaux, etc. Donc tout le monde était en garde à vous. Il y avait tout le monde qui s'attelait. Alors il y avait en plus un service de sécurité. Enfin c'était tout un bordel. Et des caméras, etc. Et à un moment donné, un peu le même genre de délire. Il arrive sur un graphiste, quoi. Un caméra, lumière et tout. Alors le pauvre graphiste, il se dit merde. Et il pose une question qu'on a, même encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qu'elle signifie. Il dit, est-ce que tous les dessins sont dans la machine? Voilà, c'est tout pour moi. Et est-ce que tu sais de quelle machine il parlait? L'ordinateur, mais on comprenait pas le sens. Alors la personne disait, en fait non, en fait on dessine. Oui, mais il insistait, est-ce que tous les dessins sont dans la machine? En fait on dessine et puis ensuite on anime. Oui, mais les dessins ils sont dans la machine et tout. C'était ubuesque. Après, c'était François Bayrou aussi, quoi. Donc on peut expliquer ça peut-être comme ça. Viviane, t'avais aussi quelque chose à nous raconter alors? Oui, j'ai effectivement une anecdote à raconter qui va commencer en 2024, en janvier 2024 à Angoulême, lorsque j'ai rencontré Run pour la première fois, quelque temps après qu'on ait signé le contrat Gunther et Moreau avec Pablo et vous au label. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Et je me suis dit, bon, c'est un petit peu le rush, ils sont un peu tous occupés quand même. Mais il faut que je lui demande. Il faut que je lui pose la question. Run, est-ce que, par hasard, fin 2016, est-ce que tu as travaillé pour SFR? Moi, j'ai dit, écoute, autant que je me souvienne, je pense pas avoir bossé chez SFR. J'avais fait un petit truc chez Orange à l'époque. Une espèce d'opération marketing, mais c'est visiblement, elle me dit non, en tant qu'opérateur téléphonique. Je dis là, clairement non, parce que là, je te parle d'un truc qui avait lieu en 2008, un truc comme ça. En 2000, combien tu dis 16? Jamais de la vie, quoi. On était en pleine prod de Moutafoukaz, etc. Donc, non. Mais on n'est pas allé plus loin de la conversation. Parce que, justement, c'était Angoulême et que clairement, il avait pas que ça à faire. Donc, je vais reprendre mon anecdote. Et on repart. Oui, parce que c'était pas ça l'anecdote. C'est le début ça, de l'anecdote. C'est le début, d'accord. Ouais, tu fais du building et tout, d'accord. Exactement, okay. Ouais. On écrit des histoires ici. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, on est fin 2016. Fin 2016, je suis étudiante, j'ai changé d'appartement, je dois trouver un nouvel opérateur, une box, la galère, vous connaissez. C'est le ping-pong avec plein de conseillers qui me disent « Oh, mais là, vous avez le meilleur prix, la meilleure box, nanana, super. » Et un jour, un conseiller m'appelle en me disant « J'ai vu sur votre contrat que vous êtes étudiante, donc je peux vous proposer un contrat avec une box qui sera plus avantageuse pour vous et vous aurez une réduction. » Super, je suis étudiante, j'adore les réductions. Et il commence à me tchatcher un petit peu pendant qu'il remplit les fiches. Vous êtes étudiante en quoi ? Je suis en master recherche en art. Bon, je raconte pas toute ma vie parce qu'on s'en fout. Et il me dit, ok, du coup en art, c'est quoi qui t'intéresse ? On se tutoie à ce stade. Hein. et on parle de nos centres d'intérêt, on parle vite fait d'art et surtout, on en vient à parler de bande dessinée. Dire oui, c'est vrai, moi j'aime beaucoup la bande dessinée, j'en ai toujours eu à la maison, j'ai grandi avec quand j'étais petite, etc. Et il me dit, ça tombe bien parce que je suis auteur de bande dessinée. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de moi. Je m'appelle Run. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Alors, à ma grande honte, et ça c'est la partie que je t'ai pas racontée, Run, c'est que moi et les noms, c'est une catastrophe. Du coup, j'étais là, Run, bon, ça me dit rien. Et en fait, au bout d'un moment, il me fait mais sincèrement, vraiment premier degré, au début, je dis non, parce que les noms, vraiment, c'est pas possible pour moi. Je mets énormément de temps à les retenir. Et il me fait je suis avec le label 619. Je dis attends, ça me dit un truc quand même là. Et tu connais le festival de la BD d'Angoulême ? Je dis oui, quand même, on connaît. Et tu penses que tu pourras venir et tout, parce que moi du coup j'y serai, je serai en tant qu'exposant, machin, tu verras, le label 619, c'est super et tout, n'hésite pas à venir nous voir. Tout d'un coup, il me parle et je me tourne vers ma bibliothèque et devant mes tomes de Moutafoukaz. Et je me dis, attends,
je sais que les temps sont durs. Je sais que le métier d'auteur de BD est difficile et qu'on doit un peu combler les fins de mois. Mais je me dis, attends, quoi? Il me fait, ouais, mais du coup, hésite pas, mais si tu connais pas du coup le label 119, parce que moi, au début, comme j'avais pas capté qui était Run, je me disais non, je connaissais pas, très sincèrement. Et elle me dit, oui, du coup, le label 119, hésite pas, du coup, si t'aimes la bande dessinée et qu'en plus t'as une fibre artistique, ben, en fait, il y a plein de productions qui sont hyper différentes. Vraiment, c'est pas pour se vanter, mais tous les auteurs sont hyper cool, etc. Vraiment, penche-toi dessus. Penche-toi dessus, et si tu peux passer au festival, c'est super, parce qu'on a, on fait des dédicaces, tu peux parler avec les auteurs et tout, même si t'as l'occasion de venir au festival, nanana. Alors moi, honnêtement, je lui disais, je ne pourrais pas venir parce que je suis étudiante, j'ai mon mémoire à écrire, j'ai des partiels, je peux pas venir. Et en même temps, j'étais là, les temps sont vraiment durs, hein, quand même. Waouh. Et en fait, je n'ai pas pu aller au festival d'Angoulême, et moi, je raccroche de cet entretien où j'ai juste gagné une réduction sur une box SFR parce que je suis étudiante, en me disant, je viens de parler à Ron ou je viens de parler à un imposteur, là? Mais un gentil imposteur. Parce qu'au final, c'était pas du tout pour me caler un rendez-vous en me disant, ah, je garde ton 06, on pourra se parler. Il s'est fait passer pour Ron. Il a fait la promotion du label. Il a fait la promotion de Moutafoukaz. Et de manière carnavalesque, parce qu'il n'avait pas besoin de prendre son identité. Il pouvait juste me dire, bon, mais le label, c'est trop bien. Si tu connais pas, c'est indé, et en même temps, c'est Pulse, c'est hyper intéressant. Non, voilà. Et en fait, c'est resté en tête en 2016, où je me suis dit, les temps sont vraiment durs, ou alors c'est un peu bizarre ce qui se passe. Et lorsque, au final, on a commencé à bosser sur le projet avec Pablo, au début, lorsqu'il me parlait du scénario, je me disais, ok, d'accord, moi j'aimerais bien bosser avec le label. Et puis je me suis dit, c'est vrai que fin 2016, il s'est passé ça quand même, hein. C'est bizarre. Et en fait, on a notre premier entretien avec Run, entre autres. Et en fait, on avait commencé, on signe le contrat, nanana. Et en fait, on se dit, ok, du coup, on va aller au Festival d'Angoulême pour 2024, en se disant, voilà, c'est l'occasion de les voir en vrai, et de leur parler en tant que collègues ou futurs collègues, parce qu'on était en cours de production. Et je me dis, il s'est passé ça quand même, hein, en fin 2016. Il faut que je lui pose la question. D'où 2024 Angoulême, où je vais voir Ron pour la première fois, où je lui parle en face to face, en lui disant, Ron, il faut que je sache, est-ce que tu as travaillé pour SFR fin 2016? Et la vérité alors? Est-ce que tu peux la dire en micro, parce que peut-être que t'as menti? Déjà, le mec qui fait la promotion de Moutafoukaz, tu te doutes bien que c'est pas moi. Déjà. Si c'était Run, il aurait fait Moutafoukaz boring, nul. Ça, c'est Thibaut Claudel qui est avec nous également. Non, je suis Run. Tu es où alors? Tu es Run. Peut-être que ce soir on est tous Run. Ce soir, on est tous un peu Run. On est tous un peu Run. Est-ce que t'aurais eu une petite anecdote, puisqu'on parle d'Angoulême? Angoulême, mais elles sont pas tout public en fait, hein. Et comme tu l'as dit tout à l'heure hors micro, elles ne me concernent pas moi. Moi, j'en ai une qui est rigolote. C'est une fois, j'ai vu ce pauvre Guy Delcourt qui était en retard pour un rendez-vous. On balance les noms maintenant. Il voulait passer là où on passe quand j'avais encore une accréditation presse. Et il avait oublié son badge, et du coup le vigile ne voulait rien entendre sur le fait qu'il était Guy Delcourt, et c'était extrêmement drôle. Je pense que lui a pas vécu le moment de la même manière, mais du coup c'était assez rigolo de le voir se faire recaler, alors que tout le monde autour savait pertinemment que c'était lui, Guy Delcourt. Mais voilà. Et du coup il est parti. Vous n'avez pas témoigné que c'était lui? Vous l'avez laissé Personne n'a vraiment essayé. Oui, c'est ça, ouais, vous l'avez laissé dans sa merde. En tout cas, personne ne s'est pressé. Alors après, moi, pour ma défense, on était en 2015 et je débarquais dans le milieu de la BD, donc je connaissais le nom de Guy Delcourt, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Donc si on m'avait, par exemple, dit ça c'est Run, j'aurais fait il est pas comme j'imaginais, mais peut-être c'est lui, je ne sais pas. Voilà. C'est rigolo, je pense que. Est-ce que t'es sûr que c'était Guy Delcourt et pas un opérateur téléphonique qui se faisait passer pour Guy Delcourt? Pour le coup, ensuite je l'ai revu présenter les trucs de Delcourt chaque année, et oui, ce jour-là, c'était bien Guy Delcourt, effectivement. Voilà. Qui s'est donc fait recaler. Attends, Baptiste, si tu poses une question, il faut la dire dans le micro, sinon ça ne marchera pas. Question très importante, est-ce que quelqu'un a piqué le badge de Guy Delcourt et a passé la soirée en disant je suis Guy Delcourt, bordel de merde. Ah bah oui. Laissez-moi rentrer. Ça peut, oui, ça peut-être que quelqu'un s'est fait vachement plaisir, s'est fait inviter dans toutes les soirées, etc. Mais il y a quelqu'un qui a forcément passé une excellente soirée en fait. Oui.
potentiellement. On a Florent Il y a Maudou. Florent. On a Florent Maudou avec nous. Bienvenue à toi dans ce podcast, Hello. Florent. Salut tout le monde. Alors attends, je vais essayer de pas T'inquiète. embarquer un verre de Coca-Cola avec le De champagne, tu veux dire de champagne. les soirées de l'ambassadeur Ce n'est certainement 619. pas du Coca-Cola s'il te zéro que plaît. j'ai juste devant moi. J'en ai plusieurs. J'en ai une avec Run. On commence par celle-là, Run. Tu vas être pris à partir, Anne. Hein. Bah écoute, vas-y. J'ai un peu honte de celle-là, mais bon, vas-y. Alors bon je commence. En fait, c'était à Angoulême. Bah voilà, comme ça, on est vraiment dans le monde de la Dans la BD. thématique, ouais. Thématique à fond. Et à ce moment-là, l'LBL 619, on cherchait à recruter et on ouvrait, on vérifiait plein de dossiers de jeunes auteurs et autrices. Et on avait eu une longue journée. Très longue parce qu'il y avait les, tu vois, il y avait les, je sais pas si vous connaissez ça, mais les Italiens. Donc il y a on va dire, on va appeler ça quoi, un agent, La phrase. un agent. Tu connais ça? Non, les Italiens, parce que ouais, c'est ça la phrase. T'as mis un blanc au bon Non, moment, quoi. les Je sais pas si vous connaissez on va ça. dire les dossiers italiens où tu as un agent et en fait il te présente un dossier, bah tu dis ouais bon on se rappelle, il te présente un deuxième, un troisième et en fait le mec c'est l'agent de peut-être 5-6 auteurs et tout Ah, ouais, bon, ça, je et connais pas. juste on n'en pouvait plus. Ouais. Et puis il y avait aussi des auteurs français qui étaient venus. Parfois c'était un peu compliqué. Hein. Ils avaient une manière de présenter les choses qui pouvait être. Ouais, il y avait même un mec, je sais pas ce qui lui a, enfin Ouais, la pression était tellement montée qu'on était à ça de se battre. Ça avait commencé à gueuler dans le truc et tout. Ouais. Et je te jure, c'était une drôle de journée. On était tous épuisés et tout. Et à un moment donné, le mec, on l'a même sorti Manu Militari. On avait une petite pièce. On a dit, tu dégages, il va se passer un drôle de truc. Le mec, il était, je sais pas, atroce. Ouais, il était horripilant. Il vendait sa BD comme un vendeur de voitures. Ouais, mais c'était pire que ça. Limite, il insultait les autres gens. Ouais, en puis il était disant, insultant. Il était insultant en disant tiens, ça me ouais, rappelle, moi je me fais pas payer n'importe comment. Les gros formats c'est pas pour moi. Ma BD, il y a moi, pas je beaucoup pose de pas pages. pour Peanuts. Ouais, Je c'est ça, suis pas comme les exactement. autres et tout. Voilà, Bon, c'est bref. ça. Donc ouais, il avait À un été moment donné, tu horripilant dis, et l'adrénaline était bien montée. Et donc sur la fin de la journée, il arrive ce gars, un gars genre la quarantaine. Ouais, attends, ce que tu dis pas aussi, c'est que les gens arrivent, oui, des oui. fois avec des projets, tu sais direct que ça va pas. Tu sais direct Ouais. que c'est non. Mais tu sais pas, Florent, il veut tellement bien faire les choses qu'il dit au gars tout ce qui va pas comme si le mec est en capacité de rebondir. À un moment donné, il y avait un mec qui nous raconte il faisait déjà des gags, des sketchs en une page, tu sais, genre Placide des Museaux, ce genre de délire, avec un mec aventurier spatial et tout qui arrive sur des planètes inconnues et tout. Et le gag était super nul. Et Florent, il bloque sur le mec, la manière dont il dessine les palmiers. Il dit ouais mais tes palmiers là c'est quoi tes palmiers et tout. Le mec il dit bah c'est des palmiers. Il dit, Non, mais ça, c'est mon non côté c'est pas des autiste. palmiers là c'est des cocotiers là. Alors le mec il dit bah non pourquoi vous dites ça et tout. Bah là c'est quoi tes boules oh, t'as tes palmes c'est quoi les boules dessinées là et tout. Bah je sais pas bah c'est des noix de coco. Donc les cocotiers c'est sur une île et là ta planète c'est une planète de jungle. Tu sais, et puis moi j'étais là Florent allez putain non, tu sais je me dis c'est trop long c'est pas bon ça va pas. Donc le mec qui commence à se justifier dit oui mais en fait c'est une planète extraterrestre donc je fais ce que je veux. Il dit bah dans ce cas-là pourquoi tu fais des cocotiers, tu vois. Et moi j'étais en mode non allez Ça, c'est bon, bref. l'écriture. Et on était je te Atelier jure d'écriture. fatigués, tu vois, ça avait failli partir en sucette avec un gars. Le truc des cocotiers pour moi c'était à goutte d'eau. Et là arrive Ouais, un voilà, gars. il arrive Et un là gars. arrive un gars devant nous et Quadra le mec, à peu près. non, il trentaine. était pas quadra. Ah, il pas était- quadra, il trentaine. faisait. Fin de Et bon, trentaine. il se pose Ouais. devant nous, magistral, droit comme un i, et il nous regarde avec ses ses lunettes. yeux ronds de cochon. Ouais, des grandes lunettes Des et grandes lunettes habillé et- un peu en dimanché façon témoin de Jéhovah. Et nous, on se dit, donc, bonjour, tu vois, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je sens qu'il est en stress, le gars. Ouais, Et il est un peu en stress, ouais. il tremblote un peu. Et Il se a présente. son- Oui. Pas tout de suite. Ouais. Il a son grand truc noir. Ouais, le carton à dessin. Hein. Et là, il nous dit, je suis Nikam Shilova. Mon talent a été reconnu à un très jeune âge. À un très jeune âge, ouais. C'est vraiment les mots. Tu sais, un truc comme ça. Et je sais plus. Et nous, on bloque, on se dit, mais. Ouais, qu'est-ce- moi, tout de suite, j'ai pensé secte. Hein. Et, Oui. et d'ailleurs, ça finit par se verbaliser, mais au début, je me dis, ouais, ça sent un peu
D'ailleurs, si tu nous écoutes, Nikam, bon, Ouais, voilà. il y a rien de. On sait que t'es un enfant bleu. Un enfant indigo. Un enfant indigo. Et que tu es certainement reconnu enfant cristal. Et Donc, donc nous on bloque, tu vois, on bloque un peu, on se dit bah, et donc il dit mon talent était reconnu à un très jeune âge et tout, mais le mec bah ok, vas-y, moi je pense direct Asperger. Je me dis il va nous sortir un de ces trucs de malade avec des villes, avec des détails. Tu sais, je m'attendais à, tu sais, je sais pas si t'as vu le film Narco, quand tu ouvres les planches de BD, t'as une lumière à la dorée et tu fais waouh quoi. Donc il fait glisser le truc devant nous, je sens qu'il est un peu nerveux. Et moi, j'ouvre le truc. Et là, je vois un tigre dessiné par un enfant, je veux dire, Ouais, qui me regarde droit dans les yeux. C'est de l'art naïf, quoi. En fait, c'est. Et là, je bloque sur le brutaliste. tigre. Et dans ma tête, je me dis, Florent, il va commencer à te dire des détails à base de cocotier, à base de je sais pas quoi. Et je me dis, dans ma tête, je me dis, tourne la page. Ce tigre te regarde trop profondément. C'est trop intense. C'est hypnotique. Tu sais, donc je tourne la page et là je vois une panthère noire, mais humanoïde si tu veux. Et en fait, son projet s'appelait Felide Universalis et c'était, il nous dit clairement, je veux faire Star Wars avec des félins, tu vois. Et moi je vois cette panthère noire qui me regarde aussi. Tous les personnages me regardaient. Que des plans américains, toujours cadrés de la même manière, quoi. Et là je sens que je vais rire, en fait. Donc, ok, je me dis. Et Florent qui commence à parler extrêmement sérieusement. Ouais, technique. Très technique. Alors, autour de ça est intéressant. Il y a un petit côté naïf que j'aime beaucoup, machin et tout. Et moi, je sens ma lèvre qui commence à trembler. Et dans ma tête, je me dis, ne ris pas. D'un coup, je sens que je pouffe, tu vois. Je vocalise le rire. Je dis, je vais pas, ça monte dans ma tête. Et là, d'un coup, je fais comme si c'était Florent qui faisait une connerie, quoi. Je dis, arrête tes conneries, Florent, arrête. Et lui, il me regarde, là, genre, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'éclate de rire devant un gars qui montre un projet, quoi. Mais j'éclate de rire. Et lui, il me voit rire. Et du coup, je rentre dedans. Parce que c'est impossible de pas rire. Ah oui, il y avait une phrase détente, c'est à un moment donné, elle a dit, mais tu fais pas partie d'une secte, quand même. Je lui ai demandé, bah, tu sais, moi, j'ai étudié auprès d'un maître du Bushido, alors du coup, ouais, forcément, il y avait plein de trucs marqueurs, je me disais, oh, si j'ai déjà vu tout ça, Et là, j'ai lâché les vannes. Les vannes, clairement. Et j'ai éclaté de rire et tout. Et lui, me voyant rire, il commence à rire. Ah ouais. Et on part sur, sérieusement, 5 minutes de rire intense. On n'arrive pas. Fou rire. Et pendant ce temps-là, le pauvre Nikom Shilova, il était regarde. un peu en panique. Il était comment? Parce qu'il reste de marbre. Bah, comme quand il est arrivé, droit comme un il nous regardait, genre, avec ses yeux ronds. Il avait dû sentir une énergie de malade. Moi, j'étais à deux doigts de me pisser dessus. Je te jure, je ris. Et c'était au point où taper sur la table. Ouais, on en pleurait. Hein. Tu sais, tu faisais avec des rires qui partent, genre la cage aux folles. On en pleurait. On en pleurait, quoi. Vous l'avez humilié. Non, c'était, on voulait pas. Et dans ma tête, je me disais, ce qui est en train de se passer est atroce, mais je ne peux pas m'empêcher. Et on a ri. Et puis à un moment donné, donc le mec a eu cette phrase qui m'a fait mal au cœur, mais qui m'a fait rire encore plus. Il a dit, je ne sais pas comment réagir. Donc c'était horrible. Je te jure que je n'ai jamais vécu un moment aussi gênant de ma vie. J'aurais voulu disparaître. J'aurais voulu faire clac et disparaître et ne plus être là et ne pas avoir de compte à. Parce qu'après, il faut se calmer et il faut expliquer au mec pourquoi on a ri, tu vois. Donc on s'est calmé, on a réussi à se calmer et tout. Et moi, en vrai, honnêtement, je dis pas ça pour voilà. Mais je trouvais qu'il y avait presque un côté génial. Il y avait non mais c'est vrai. Limite un côté Pierre la Police, pas avec le dessin de Pierre la Police, mais un décalage tel entre son ambition et le résultat affiché que je trouvais que c'était. Souviens-toi, mais j'ai même dit, il faut le. Ouais, il faut le faire. Je te jure que je me suis dit, il faut le faire. Sauf que Emmanuel Darras, à l'époque, qui était chez Ankama avec Toth et tout, il nous a mis un gros stop, mais direct. Mais je lui ai dit, écoute mec, c'est peut-être pas pour nous, mais je veux que tu me fasses une pin-up dans Moutafoukaz. C'était à l'époque le tome 2 de Moutafoukaz. Donc dans le tome 2 de Moutafoukaz, il y a un dessin de Nikom Shilova, ouais. Il y a un dessin de Nikom Shilova. Le 3, non? Le 3? Non, dans le 3, t'as raison. Ouais, parce que le 2, c'était, oui. T'as raison. Avec les personnages de je crois qu'il y a avec Vince Angelino en mode félin. Voilà.
Mais encore une fois, ce rire, c'était pas pour nous foutre de la gueule du gars. On a lâché les vannes et c'est malheureusement C'était le tombé décalage. sur lui Ouais. parce qu'il y avait un décalage qui était quand même comique et moi honnêtement je trouve encore son truc parce qu'après souviens-toi quand on était retourné en Kama et tout on Ouais, avait on lu a- sa BD on a relu. il y avait des scènes qui Ouais, étaient ouais. tu te demandes si c'était maîtrisé dans l'humour ou quoi mais il y avait vraiment il y avait un vrai truc. En fait, oui, je me souviens, ce qui nous avait fait rire, c'était que C'était les personnages l'atterrissage. passaient en hyperespace Ouais. et que du coup, il y avait une case où ils étaient sérieux et la case d'après, ils avaient les yeux ronds. Parce Et du que coup, oui, parce qu'ils ils découvraient le truc. non parce que je crois qu'ils avaient atterri. Oui, Donc, c'est ça, ou un truc comme ça. En fait, au lieu de montrer le vaisseau qui atterrit et tout, on était dans le cockpit avec les personnages. Quand ils étaient en hyperespace, les yeux étaient un peu plus grands. Puis après, l'hyperespace s'arrête, ils sont un peu plus petits. Puis quand ils atterrissent, touc, ça fait des... Enfin, il y avait un côté extrêmement hilarant, en fait. Ouais, Tu te dis, c'était, en fait, le mec, si c'était voulu, c'était du génie. Vraiment hilarant. Mais c'était pas voulu. Bon, bref, voilà, c'était l'anecdote dont j'ai extrêmement honte, mais bon. Mais bon, on bah, dit il faut tout dire ce soir. C'est Et j'en profite d'avoir les masques. J'en profite d'avoir le micro. Alors, j'ai plus le nom du restaurant, mais la fois dernière, il y a ma belle-sœur qui m'envoie une photo d'un. Là, on passe du coq à l'âne, hein, parce que là, je vais passer pour un salopard et tout. C'est déjà le cas. Hein. Mais, C'est fini. Ta réputation est faite. Elle envoie hein. une photo. Elle dit, je suis dans un restaurant alors, malheureusement, je sais plus le nom de la ville. Et regarde ce qu'il y a sur la tapisserie. Elle envoie une photo de la tapisserie du restaurant. Et dis-toi qu'il y avait des images genre Marilyn Monroe, des trucs américains et tout. Et le label, le logo du label 619 sur la tapisserie du restaurant. Imprimé. Bah, c'est pas incroyable, ça? Mais ils t'ont pas demandé. Bah, non seulement ils ont pas demandé, mais ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui vendent des tapisseries avec le logo du label 619 imprimé. Ouais, elle m'avait envoyé une photo. Bah, je te l'avais pas forwardé, la photo. Ça, c'est au Canada, c'est ça? Non, c'était pas au Canada, Ah, c'est c'était pas en au Canada. France, c'était dans le sud-ouest, je crois, un truc comme ça. Oui, ouais, Mais j'ai demandé à ma femme si elle se souvient du nom du restaurant. Elle va si j'ai le SMS, je ferai une petite update. Mais c'est-à-dire qu'on peut imprimer des tapisseries Non, mais c'est avec votre logo comme ça. c'est peut-être une usine ou je sais pas quoi, une boîte qui a imprimé en chopant des trucs sur internet au blast, tu vois. Ouais. Ils ont tapé genre américain, je sais pas quoi, puis ils sont tombés là-dessus. Comics peut-être. Bah sûrement ouais. Mais de toute façon, Ils toi ont tu me cherché disais que t'avais comics un en France collègue. et, J'ai un collègue, Miguel Coimbra. Il y a un restaurant à Marseillan qui s'appelle Les Amazones et ils ont pompé l'illustration qu'il a fait pour Small World. Ils l'ont mis en 4x3 sur leur devanture, sur tous les menus et c'est son illustration à lui, mais il était pas au courant. J'ai pris des photos pour lui montrer. Il m'a dit je suis pas au courant, mais bon c'est pas grave, on laisse couler parce que de toute façon c'est un monde voilà, c'est Les mecs ils se servent sur internet en fait. oui, ils ont, se servent. ils ont se même servent. pas l'impression Mais tu sais que c'était en basse def. Ça avait été gonflé. Ouais, Il envoyé la décompression JPEG, c'est dégueulasse. Mais à un moment donné, tu te dis ouais, bon, ça fait partie de la culture pop et c'est rigolo quoi. C'est quitte à se faire pirater. J'avais utilisé un mot. Quitte à se À se faire pirater. Servez-vous. Mais ouais, après, je préfère qu'ils piratent ça et que voilà, du coup, on a des images à nous qui se retrouvent en libre service, que ce soit toujours les mêmes trucs de la pop culture américaine ou japonaise qui se retrouvent partout. Quoi. C'est plus rigolo. C'est spécial quand même. Ouais, Parce que moi, on demanderait notre avis, genre. Vous Oui, voulez pas mettre non, le mais logo sur dans une l'absolu, tapisserie dans flinguée, l'absolu, ouais, mais dans l'absolu, c'est avec, pas bien. Marilyn Monroe et Ouais, James bien Dean, sûr, je comprends. dirais, bah, Non, mais je sais c'est pas sûr. si c'est. Ouais, mais c'est un peu rigolo entre Marilyn Monroe et James Dean, à la Ouais, rigueur. c'est marrant. Ouais. Tant que c'est pas entre Hitler et Sarkozy. Staline, ouais. Staline. Ah, j'en ai une autre. Ouais, tu disais que t'en avais une deuxième, Ouais, ouais, j'en ai t'en avais une une autre. deuxième, ouais. Et c'est marrant parce que je pense que Neyef va pouvoir confirmer. Neyef qui est là ce soir. Ah. Et en plus, il adore parler au micro. Ouais, il adore parler au micro, mais je vais le dispenser. Je vais juste lui demander d'approuver avec moi cette impression qu'on a eue. C'était un repas. Il y avait Kim Yong-ji du stand de son vivant, et il y avait une assistante de Kim Yong-ji qui est venue avec lui. C'était Jean-Christophe Corrette qui nous avait. Non, mais il va nous dire que c'est l'heure de manger. Non, mais et du coup, elle était venue et elle était assez. L'assistante, elle était venue avec Kim Yong-ji. Ils étaient posés, on parlait avec Kim Yong-ji, on échangeait les dessins, tout ça. Il y a des trucs, c'était extraordinaire. Et elle était là avec un air hyper digne et elle était ultra belle cette meuf. Vraiment très très jolie quoi, vraiment étirée à quatre épingles, très bien maquillée. Et puis à un moment donné, le serveur a ramené la corbeille de pain.
Et là, elle s'est fourrée des quantités de pain phénoménales dans la bouche. Et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une différence culturelle entre la bienséance coréenne et la bienséance française, quoi. Et c'était très marrant à voir, et c'est une anecdote assez marrante, et avec Neyef peut confirmer avec moi, on était tous tombés amoureux d'elle. Et À cause du pain. ouais. Non, justement à cause du pain. Ouais, voilà quoi. C'est pas extraordinaire, mais c'était rigolo. Mais tu sais que culturellement, enfin, bon, moi, enfin, tu sais, quand t'as des repas, en règle générale, même des repas, je veux dire, de boulot ou quoi que ce soit, en Asie, t'amènes quand même une succession de plusieurs plats. Black Heat, on a fait l'expérience, souviens-toi, quand on mangeait avec Studio 4C, il y a plein de petits plats qui viennent et tout. Et c'est vrai que quand ils sont pas habitués, quand ils viennent en Europe, quand ils amènent la corbeille de pain, dans leur tête, c'est un plat, tu vois. Et donc, je sais que moi, j'avais bossé avec Raymond Choi et ils bouffaient tout le pain, en fait. Tu sais, le petit plat arrive, on bouffe tout le pain qui. Alors, c'était peut-être ça ton truc. Bref, voilà. Très bien, merci à toi, Ron. Pablo, il me semble que tu voulais aussi participer à l'exercice. J'ai potentiellement une anecdote à raconter. Alors, je sais pas vraiment si ça va intéresser du monde, mais c'est l'anecdote de... Ça peut pas être pire que le morceau de pain, hein, donc vraiment... Parce que là, les gens qui nous écoutent, ils se disent, putain, j'étais là pour du sale, j'étais là pour du croustillant. Quoi que c'est ça, une bouche pleine de pain, sérieusement. Chacun son référentiel, écoute. Vas-y. C'est l'anecdote de comment on a, avec Viviane en 2023, présenté notre dossier au label 619. Ah, bon, ça, c'est l'anecdote triste, alors. C'est triste, je sais pas, mais qui montre à quel point le festival d'Angoulême était dysfonctionnel bien avant que tout se casse la gueule plus récemment, quoi. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, etc., parce que on n'est pas passé par des canaux numériques à envoyer des mails, etc. On est très très vite parti sur le fait que on voulait les rencontrer en vrai pour leur donner le dossier en main propre et leur en parler, etc. Donc on a passé quelque chose comme 6 mois, je pense, à monter le dossier BD chez nous. Et ensuite, on l'a emmené à l'édition 2023 d'Angoulême, donc en passant par le pôle jeunes auteurs ou présentation des talents, je sais plus comment ils appellent ça, qui est dans le grand bâtiment en bas de la butte d'Angoulême, pour ceux qui voient à peu près où c'est. Et donc... on arrive là-bas, je crois, le vendredi matin, sur les coups de 8h, 8h30. On voit qu'il y a déjà la queue devant. On se dit, bon, on s'y attendait un petit peu, on y va. Ce n'est que 4h30 plus tard qu'on est rentré à l'intérieur du bâtiment, dans 2 heures dehors à Angoulême en janvier. Mmh. Bon, alors pour ceux qui y sont jamais allés, toujours un temps de merde. C'est l'enfer, très froid. C'est infernal. Et au moment où on s'apprête à rentrer, la nana qui est en charge de l'organisation, qui se contentait globalement de superviser en jetant des coups d'œil de maître nageur un peu de loin pour voir si ça se passait bien, vient nous dire là il y a plus de rendez-vous pour ce matin, donc rentrez chez vous. On va quand même voir un petit peu s'il n'y a pas 1 ou 2 rendez-vous à gratter. Je crois qu'on en a vu un avec Casterman de mémoire. Qui a rien donné de très très concluant. De toute façon, c'est pas important pour l'anecdote, mais un peu déçu de rien avoir eu. On se dit, tant pis, on rentre chez nous et on revient demain matin, parce qu'on habite à Bordeaux, donc c'est 1 heure et quelques de route, je crois. Donc on se dit, tant pis, on se tape l'aller-retour et on revient demain tôt pour être là devant la queue. Et en plus, samedi, c'était le jour où il y avait le label qui était là. Donc on va tenter notre chance comme ça. On y retourne le matin, on arrive sur les coups de 7h30, 8h. Encore la queue devant. Et ce que j'ai pas précisé la première fois, c'est que dans cette queue, il n'y a pas que des auteurs confirmés ou des gens avec un projet BD plus ou moins sérieux, comme a pu le démontrer Aaron juste avant. Il y a énormément de diversité de gens qui sont là. Et moi, j'étais sur ce 2e jour, enfin moi et Viviane, on était coincés entre... avec un gars qui avait un projet assez cool, mais surtout entre devant nous, un gosse qui devait avoir entre 12 et 14 ans, qui avait son carnet de croquis d'école avec sa mère qui était à côté de lui, qui venait montrer ça à je ne sais qui. Et derrière nous, une nana qui avait un projet, ne pas être désagréable, mais qui était pas top non plus, un truc de furie bizarre. Je veux pas taper sur une communauté ou une autre, mais enfin, c'était assez immonde. Et... je veux pas dire que c'était de la merde, mais quand même, non, mais ça puait la merde, quoi. En fait, je crois que j'aurais pas osé montrer un truc comme ça à des gens à visage découvert. Plus il essaye d'adoucir le truc, plus il est horrible, en fait. C'est vraiment...
C'est ouais. Mais Tu as failé là le test de gentillesse, quoi. pas Ça grave, ne marche pas. c'est pas grave. En fait, cette aigreur là, elle vient aussi de ces 4 Des heures. 2 heures, voilà, dehors, dans le froid, on comprend. Et ça rendait vraiment méchant. Où au bout d'un moment, tu vois le truc des autres, tu fais c'est nul, va-t'en, laisse-moi ta place. Pardon. Et donc bon, après encore 2 ou 3 heures de queue, la même nana que la veille revient et devant nous spécifiquement met son bras comme ça et nous dit vous ne passerez pas, il y a plus de rendez-vous pour l'après-midi. Hier c'était trop la foire et du coup maintenant on a décidé de surveiller et elle nous met un vigile sous le nez en lui disant tu les empêches de rentrer dans le bâtiment parce que sinon après ils vont embêter les auteurs pendant jusqu'à l'après-midi, il faut qu'ils aillent manger, il y a une organisation, etc. Et donc le gars nous fait signe qu'on rentrera pas. Et partagé entre m'effondrer et des envies de meurtre, on reste un peu devant le truc avec Viviane. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans ce même bâtiment, il y avait une exposition de je ne sais plus trop quoi. Et donc, pour ceux qui ont déjà joué à Assassin's Creed, un peu dans les premiers surtout, on s'est mêlé à la foule en baissant un petit peu la tête comme ça de ceux qui rentraient dans l'expo. Et dès qu'on a passé le hall, on a bifurqué pour aller dans la queue qui était juste à côté pour mener au truc des auteurs. Derrière laquelle qui était fermée du coup maintenant par une espèce de cordon de sécurité comme au cinéma là. Et donc on se faufile, on passe sous le cordon, on se met tout derrière, etc. Et au bout de quelques minutes, cette même nana revient. On a un moment d'échange de regards. Elle savait pas si elle te reconnaissait ou pas. Si, elle était en train de se dire attends, ce connard-là, je lui ai pas demandé de partir il y a 20 minutes. Donc elle vient nous voir et elle fait je vous reconnais, vous étiez dehors, je vous avais demandé de partir, etc. Et je lui dis ouais, mais on voulait quand même tenter notre chance. De toute façon, s'il y a pas de rendez-vous, ben on partira. Et elle nous dit non, il y a une organisation. C'est fait comme ça. Vous pouvez pas rester là. Et du coup, je lui dis ben sinon quoi. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais pas de manière provocante. Je lui dis au pire, je vais attendre là quelques heures, je vais perdre ma journée, mais pour vous, ça va rien changer. Je vais embêter personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on reste? Et je crois qu'elle était juste trop débordée pour tout le truc, donc elle a laissé couler. Et au final, on a bien fait parce on est resté 2 heures de plus, mais on a chopé, je crois, le dernier ou l'avant-dernier créneau de rendez-vous pour le label 619, juste avant d'aller manger. Quand on arrive devant la salle, on voit Run et Anthony, j'ai plus son nom de famille, qui étaient tous les deux en train de faire passer les entretiens. On voit 1 ou 2 personnes passer avant nous, et au moment où on s'apprête à rentrer dans la salle, Run se lève, marche vers nous passe devant et part loin pour aller assister à une remise de prix de Neyef pour à l'époque, je crois que c'était. Donc on n'a pas eu Run ce soir-là, mais voilà, on a fait notre entretien avec Anthony qui a reçu notre dossier, qui a été tout à fait correct avec nous, on a passé un très bon moment. Il a fait passer le dossier ensuite et on a eu un retour favorable le lendemain. Voilà, peut-être que ça servira à d'éventuelles personnes qui présenteront leur dossier plus tard. Accrochez-vous. Gruger. C'est ça. Si vous sentez que ça a le potentiel d'être fait, donnez-vous les moyens de tricher. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, je pense. Enfin, peut-être pas tout, mais jusqu'à une certaine marge, il y a une acceptabilité des choses qu'on peut faire, je pense. Alors qu'il suffisait d'envoyer un mail sur www.label619.com. Première visio où je raconte ça, il me fait mais pourquoi vous avez pas envoyé un mail? C'est vrai? Bah oui. Parce que toi tu voulais jouer on joue en difficile. C'est ça, en mode hard. Voilà, c'est ça, en jouant difficile. Bones, tu es avec nous et tu nous dis que tu as une anecdote bien déprimante sur la façon dont les gens nous perçoivent en tant que dessinateurs ou auteurs. Là où j'habite, il y a une personne qu'on connaît bien, qui sait très bien ce que je fais comme boulot et ce que je suis en train de faire. Enfin bon, il a déjà vu mes bouquins, tout ça. Et un jour, on le voit arriver comme ça, puis il me dit bon, je sais que t'as pas de boulot. Si tu veux, en ce moment dans ma boîte, on embauche. Enfin, je l'ai regardé avec des yeux ronds. Comment ça, j'ai pas de boulot? Le mec, pour lui, t'as fait pas. Je bosse pas. Enfin, faire de la BD, c'est pas bosser. C'est très souvent le regard que les gens posent sur nous, en fait. Combien de fois en dédicace, les gens, mais sinon, à côté, vous faites quoi? Ça n'arrive sans arrêt, quoi. Donc ça, c'est déprimant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vraie anecdote. Quand c'est quelqu'un qui te connaît, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai essayé d'expliquer notre boulot avec Viviane à ma grand-mère.
qui a 81 ans, je crois, donc c'est pas trop son truc. Donc j'ai essayé de lui expliquer. Quand je lui ai dit combien on gagnait, elle a pleuré. Des vraies larmes de tristesse, des vraies larmes de détresse. Elle a pleuré. Donc il a. Moi, témoin à l'appui là, Guillaume, quand j'avais dit combien je gagnais à notre producteur du film Outafoukaz, moi il a éclaté de rire par contre. C'est le karma pour. C'est ça, c'est parce que t'as été méchant en fait. Tu t'es moqué, bah du coup t'es condamné à avoir une paye horrible. C'est tout ce que tu bossais chez SFR, arrête de me le faire. C'est bon quoi. Je vends des box et je fais des réductions aux étudiantes. Potentiellement, j'en ai une deuxième qui est un peu plus good vibe pour remonter le truc. Bah oui, parce que sinon on va tous déprimer. Je vais impliquer Florent, du coup, celle que je t'avais déjà racontée, si t'es ok. Où en gros, faut rapidement que je place le contexte de mon rapport à comment j'ai voulu faire de la bande dessinée. En fait, quand j'ai fini le lycée, je savais pas trop où aller. J'ai suivi des potes en fac, ça a pas tenu. Et j'avais commencé à passer le concours de gendarmerie, je crois. Donc il y a un monde où j'ai pas fait de la bande dessinée, où je suis gendarme. Et en fait, j'avais arrêté. J'ai beaucoup consommé de bande dessinée quand j'étais plus jeune, à la fin du collège. Pas les gendarmes, assez ironiquement. Non, c'était l'agent 212. Jusqu'à la fin du primaire, pardon. Et tout mon collège, j'en ai un peu moins lu, et j'ai redécouvert ça au lycée grâce à Freak Schools, parce que c'est un pote qui m'avait offert ça pour un de mes anniversaires, je crois. Et ça m'a replongé complètement dans la bande dessinée, et ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait me dire, tiens, peut-être que j'ai envie de faire ça, et que cette envie peut se transformer en quelque chose d'assez concret. Et je crois que c'est en voyant une affiche de ce qui a été mon école d'art après dans le tram que j'ai bifurqué un peu au dernier moment. Donc je fais cette école d'art, alors que je ne suis pas dessinateur comme beaucoup de gens ici. J'ai dessiné petit, mais après moi j'ai lâché l'affaire, et donc je reprenais après une très longue pause. Donc ça a été assez compliqué. Et à ma première année de prépa, on fait un voyage scolaire pour aller au festival d'Angoulême. On y revient. Donc je parle de ça devait être en 2018-2019, dans ces eaux-là, je pense. Et donc je vois pour la première fois Florent. J'avais été tiré au sort pour une de ses dédicaces. À l'époque, c'était pour le tome 3 ou 4 de Funérailles, je sais plus lequel. Et donc je vais le voir, j'étais trop content. Il m'a fait une dédicace qui est super. Je lui avais montré un peu ce que je faisais à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, mais ça devait être éclaté. Vraiment, ça devait vraiment... Je suis désolé. Je comprends que tu l'aies effacé de tes Par contre, c'est beaucoup trop cool. J'ai abandonné le costume depuis pour les chemises hawaïennes. Mais par contre, t'as vraiment été grave encourageant, et je m'y attendais pas trop. Ça va. Et tu m'as dit, non, en vrai, c'était un truc ultra shonen en plus. Tu m'as dit, bah vas-y, accroche-toi. Ça peut être difficile, mais si c'est ce que t'as envie de faire, ça vaut le coup. Le principal, c'est pas comment tu dessines, c'est ce que t'as envie de raconter et comment tu le fais, etc. Et ça m'a un peu remonté le moral, ça m'a tenu à cœur, parce que j'ai fait 2 fois ma prépa, j'ai redoublé, j'avais un niveau assez catastrophique. Et on s'est revus du coup 4 ans plus tard à Angoulême avec le dossier de ma BD en main, et enfin de notre BD, parce que c'est avec Viviane, et c'est pas moi qui dessine du coup. Mais je m'y suis tenu, et c'est quelque chose qui m'est resté en tête assez longtemps. Et je sais pas, ça me paraissait assez intéressant à raconter, de dire que c'est ton bouquin qui a lancé l'impulsion de me lancer sur cette voie, que quand je m'y suis lancé, que j'ai été confronté à la difficulté de ce milieu-là, c'est cette petite rencontre-là qui m'a fait dire que ok, bah peut-être poursuivre là-dedans, ça peut valoir le coup, et on verra bien où ça mène. Et que encore des années plus tard, bah, je me retrouve à bosser dans la même maison d'édition, en recevant les conseils de toi, mais aussi de Run, de Blackie, tout ça. Et je trouvais que c'était une belle histoire à raconter pour éventuellement, encore une fois, d'autres gens qui voudraient se lancer dedans et avoir un parcours similaire. Parce que c'est aussi... c'est des salaires misérables, mais c'est surtout des belles rencontres. Et... mais c'est surtout des belles rencontres. Et le conte de fées, quoi. Cette... Voilà. T'avais dessiné des cocotiers en fait, c'est ça? Ok.
Baptiste Pagani, t'es de retour avec nous. Tu as une autre anecdote. Tu as une anecdote à nous raconter. J'en ai même deux. Eh ben vas-y, c'est open j'aurais bar. pu rebondir sur l'anecdote de Florent pour continuer à parler de culture asiatique, parce que mes deux anecdotes, elles concernent la BD que j'ai faite qui s'appelle Golden Pass, qui parle d'une cascadeuse à Hong Kong dans les années 90. Et c'est ma toute première BD en tant qu'auteur, donc pour les dédicaces, j'étais très très flippé. Au tout début, à raison parce que c'était ma première bande dessinée. De deux, j'avais pas trop l'habitude de rencontrer les gens, de savoir ce qu'ils pensaient de mon boulot, etc. Et pour une raison par-dessus, parce que j'avais créé un personnage féminin, hongkongaise, dans une année que j'ai pas connue, dans un milieu que j'ai pas connu. Donc je me posais plein de questions par rapport à ça, en me disant est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est pas compliqué, comment ça va être l'accueil, est-ce qu'on va pas me dire mais n'importe quoi, t'as écrit ça n'importe comment, et voilà. Donc flipper un peu pour tout ça, et pendant une dédicace, j'ai une lectrice qui est venue avec son mari et qui était avec ma BD, avec Golden Pass. Elle l'avait un peu serré contre elle, etc. Et puis elle était extrêmement timide, très très rouge, etc. Et puis elle parlait pas très fort en disant j'ai adoré, c'était vraiment hyper bien. Et à côté, le mari fait « Oh, elle a adoré. Oh, c'était génial. » Fait je dis oui, moi c'est une culture que j'aime bien des films asiatiques, surtout les films de Jackie Chan. Et là, le type commence à faire Jackie Chan et surtout sa femme Suzy Wan. Et j'ai eu pendant un quart d'heure tous les mystères de Pékin faits en entier, avec que des vannes sur Rick Antonet, surtout comme ça. Il arrêtait pas. Elle était rouge de honte. On n'arrivait plus du tout à discuter. Moi, j'étais bleu aussi. Je disais. Et j'ai eu un quart d'heure de grosse tête Michel Leb ultra raciste, tout comme ça. J'étais dégoûté vraiment et je sais même plus comment ça s'est terminé avec la lectrice, qu'il a pas du tout laissé parler. Ensuite, il parlait de son métier à lui. Mais ils se connaissaient pas. Si, c'est son mari. Oui, son compagnon, ça, oui, mari, etc. Non, même pas. Ah mais genre il lui fait des vannes sur le riz tous les jours alors ou... Bah non, il lui faisait des vannes sur Golden Pass, sur la culture, parce qu'on s'était mis à parler de films asiatiques, et lui tout ce qu'il trouvait à dire c'était Jackie Chan, Suzy Wan ou son Metong, Madame Fontaine, et etc. Enfin, je te dis tout le délire, et ça, enfin voilà. Ça c'est les lecteurs que t'aimes bien avoir. J'en ai pas eu, surtout pour ta première. J'en ai pas eu beaucoup, mais je l'ai eu un peu au début lui, et je m'en rappellerai un peu toujours de celle-là. Et surtout lui qui était en mode roue libre, beauf merguez de fou, pas de problème. Mais j'ai surtout souvenir de cette lectrice qui a passé un super mauvais moment en fait de dédicace, qui était hyper gênée. Moi j'étais hyper gêné et j'avais envie de lui dire cligne des yeux si tu es en danger dessus. Et donc voilà, j'en ai pas eu beaucoup des trucs qui sont mal passés comme ça, heureusement. Mais celle-là, elle m'a marqué, et alors pour une note un peu plus positive, et ça concerne encore Golden Pass, et c'était peut-être, je sais pas, 6-7 ans après, j'ai un commentaire un jour sur Instagram de quelqu'un qui avait adoré le bouquin. J'étais très étonné qu'on puisse encore le lire en 2025, 26. Je dis tiens, super et tout, et puis je vois excellente BD, tout ce qui est dit dedans est très juste, etc. Je dis bon, et je clique sur le profil et je m'aperçois que la fille est cascadeuse. C'est une cascadeuse de cinéma spécialisée kung-fu, etc. Donc j'étais ultra fier, encore plus fier que d'autres commentaires positifs que j'ai pu avoir, enfin d'être vraiment validé par quelqu'un qui est du milieu. Donc voilà, je trouvais ça assez joli, et ça compensait toutes les vannes racistes de la première rencontre. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup Baptiste. J'ai une autre anecdote. Thibaut Claudel, mais vas-y. C'est pas dans la BD, c'est pas grave. En fait, l'anecdote que tu viens de raconter m'a fait penser à cette question de la réception de l'œuvre qui est toujours un peu compliquée pour nous autres auteurs, artistes, peu importe. Le premier jeu sur lequel j'ai bossé techniquement et dont je peux parler parce qu'il est sorti, c'est l'adaptation de Goldorak en jeu vidéo. Et du coup, quand le titre qu'on n'avait pas choisi a été annoncé par l'éditeur Microids, le titre s'appelle Goldorak, le festin des loups. Et du coup, un très gros youtubeur que je vais pas nommer, je vais totalement le nommer, il s'appelle Benzaï, qui fait un tweet du style mais c'est quoi ce titre complètement éclaté, tweet qui buzz instantanément. Et moi, de par mon expérience de journaliste, j'ai déjà
subi 2 fois des petits retours sur ta critique, sur ton truc, et je pense pas toujours avoir été super bien non plus dans mes textes, etc. Je m'excuse pour les gens que j'ai vexés a posteriori. Mais je suis un peu habitué au côté, bon, les gens vont pick up un truc et ils vont le monter en épingle et c'est pas très grave. Mais je me dis, dans le studio, il y a beaucoup de gens, c'est leur première prod, et ce mec-là, ce YouTuber-là, pour eux, c'est vraiment le gars qui regarde tout le temps, quoi. Et la première réaction qu'il a, c'est de dire, le titre, il est éclaté au sol. Et je vois le tweet monter, tu vois, en like, en truc et tout. Et je me dis, mais je croyais que le gars, il était fan de Goldorak, il devrait savoir que c'est le nom d'un épisode de Goldorak en français. Donc, au bout d'un moment, il y a un fan qui lui dit, mais gros, t'es trop con, c'est le nom du 7e épisode de Goldorak, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Donc, dis pas que le titre est éclaté si tu te dis, donc ils commencent à se battre entre eux. Donc là, je regarde avec le popcorn en mode, yes, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. J'attends toute la journée, je refresh le tweet, mais tu sais, comme vraiment un gros zinzin, savoir est-ce que le mec va répondre. Et finalement, le bon Benzaï répond, ah ouais, du coup, ils ont juste repris le titre d'un des épisodes. Super l'originalité. Et du coup, je fais un espèce de screenshot que j'ai toujours sur mon ordinateur, et c'est même pas un pic envers le YouTuber ou quoi que ce soit, mais du coup je l'ai mis et je l'ai imprimé enfin je l'ai épinglé dans le studio, et le truc s'appelle on ne peut pas gagner.jpeg parce que j'essayais d'expliquer à mes collègues, notamment les plus jeunes, que en fait peu importe ce que tu fais, il y aura forcément un mec qui va trouver que c'est éclaté, ou qui est pas au fait de toute la prod, pas toutes les questions que tu t'es fois posé, ou peut-être pas posé. Et des fois, on fait des erreurs. Hein. Je sais pas pour dire qu'on fait les choses tout à fait parfaitement, mais ça m'était pas mal resté, ouais, effectivement. Et je peux même en placer une pour Run, qui avait aussi dit, mais le jeu Goldorak, il est trop moche. Et il savait pas que je le suivais, et il avait pas tout à fait tort. Et du coup, il avait dit, comment on peut sortir ça sur PS5 alors que Red Dead 2 tourne comme ça? Et j'avais juste envie de lui répondre, eh ben 199 millions de dollars de plus. Mais voilà. Mais je me suis dit, non, là ça fait vraiment rageux. Peut-être que tout le monde n'a pas à connaître les conditions de chacun, et voilà. Mais les prods sont difficiles. N'oubliez pas que derrière chaque créateur, il y a un petit cœur qui bat. Voilà. C'était mon anecdote hors jeu vidéo, même si Goldorak est un manga. Alors, c'est un manga, hein, ça compte? Oui, si, ouais. Ça compte. Et Run veut reprendre la parole. Ah, il va se défendre. Non, j'allais dire, j'ai quitté Twitter, j'ai dit trop de merde. Mais Ceci dit, il était pas beau. Ben, on y a rejoué il y a pas longtemps avec mes collègues, et vraiment ils ont chargé un peu au hasard, et on s'est tous regardé en mode putain, il est vraiment trop moche ce niveau. autant il y en a où on est assez fiers par rapport au temps qu'on y a passé et les conditions dans lesquelles on a bossé, mais pour d'autres c'était vraiment dur. Mais je t'avoue, je sais pas trop comment dire, j'ai débloqué cette phase en moi où ça me passe c'est dur que ça me vexe, mais c'est juste des fois je vois des gens où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Le truc, l'exemple du titre de Goldorak, tu vois, ça m'avait vraiment frappé de me dire, en fait, t'as un gars qui se dit turbo fan. En fait, il reconnaît pas le titre parce qu'il trouve éclaté. Et après, quand quelqu'un lui dit, mais non, mais c'est le titre d'un épisode et tout, ils ont repris ce truc-là, il fait, ah ouais, mais c'est pas original. Et du coup, t'es en mode, bah, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Parce qu'il veut retourner sur ses pattes, il veut pas perdre il veut pas perdre la face devant, en public. Mais je pense qu'en fait, le problème de ces grosses licences-là, et notamment tous les anciens, tu vois, qui sont aussi peut-être un peu fermés tout, ils ont tous l'impression que ça leur appartient, tu vois. Ouais, moi, Goldorak, je vois, putain, je sais pas si t'as vu la licence Goldorak, ce que c'est devenu. C'est devenu des cendriers à Centracor, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment la licence des boomers, tu vois. Bon, Benzaï, c'est peut-être pas un boomer, mais en tout cas, tous les anciens, bon, après, il est plus jeune que moi. Mais tous les anciens considèrent que non, c'est ma licence, tu vois, c'est mon truc. Donc, je pense aussi que tu vois, tu dis, il est censé être fan, il devrait nous soutenir. Ben, je crois que c'est même l'inverse. En fait, c'est parce qu'il est fan qu'il considère que c'est son jardin, tu vois, sacré, on va dire presque, qu'il envoie le boulet. Hein. À mon avis. Ouais, non, mais c'est clair. Hein, mais après, on a tous des relations un peu toxiques. C'est aussi peut-être, je pense, la déception, tu vois, de se dire, ah, putain, on attend un jeu Goldorak depuis tellement d'années. Mais la différence aussi, c'est que le mec, il a une responsabilité, entre guillemets, dans le sens où il y a quand même tu vois, un tas de gens qui le suivent. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait 300 abonnés ou même 2000 abonnés. Je sais pas combien il a d'abonnés, le gars.
Et je pense qu'ils se rendent pas compte de ça forcément, quoi. Bah moi je l'avais vu en direct, tu vois, de voir mes collègues juniors, tu vois, vraiment se partager le tweet en mode waouh putain, enfin tu vois, et c'était vraiment la première annonce du truc, tu vois, de... Ouais, mais après bon, c'est toujours c'est Twitter. C'était leur baptême de feu, ouais, c'est clair. Ça me rappelle une anecdote du coup. Vas-y Florent. Vraiment vite fait, hein, j'essaie de faire court. À un moment donné, je viens chez Run pour parler d'édito, de projet, tout ça. Enfin bref. Non, ouais. ouais. Et en fait, t'avais acheté le Château des Ombres de Musclor et c'était une réédition. Et quand t'étais devant le truc, tu disais putain, il est pas aussi beau que dans ma tête. Et tu me dis, Florent, tu pourrais pas le repeindre? Je dis, ouais, pas de souci, parce que moi, je faisais de la figurine et tout. Et donc, j'ai sorti mes pas. Parce que moi, j'étais avec Yuck, on était avec Yuck. Je sais plus, tu te souviens sur quoi on bossait? Parce qu'il y a Florent qui était arrivé et nous, on devait finir un truc. Ouais, je me rappelle plus. C'était probablement un lowrider. Et du coup, Florent, pendant ce temps-là, il avait genre, ça nous prenait genre 2 heures de galère. Je me suis dit, soit on l'emmène avec nous dans la galère, soit potentiellement il profite du soleil dans le jardin. Et je lui ai dit, regarde, j'ai le Château des Ombres, tu te sens pas de refaire un truc là-dessus? Donc moi je prends ma bombe peinture, je fais un shading dessus vite fait, hop, je mets un peu de blanc, je réussis à obtenir un peu de volume dessus parce que c'était tout plat. Et je repeins tout, quoi. Je fais des lavis, des brossages à sec. Et Yuck dit un truc que je trouve qui est finalement hyper intéressant. Il dit c'est comme dans ce qu'on avait dans la tête quand on était petit. Et en fait c'est hyper intéressant parce que il y a un côté génial à cette phrase, c'est parce que c'est ce qu'on fait finalement au label 119 en BD. On essaie de reprendre ce qu'on voyait quand on était petit, par exemple Goldorak, et on essaie de le porter à notre exigence d'adulte pour que l'excitation qu'on ressentait quand on était petit en le voyant, on arrive à le ressentir encore aujourd'hui malgré l'âge et la patine que ça a eu, quoi, tu vois. Et je vois Shin Zero par exemple, là il y a une figurine devant moi et on ressent le gigantisme, on ressent le combat de kaiju et c'est ça qui est pas facile dans cet art pop culture, c'est de réussir à transmettre cette énergie et cette envie, mais tout en ayant une vue d'adulte qui est forcément nuancée, où t'as plus le côté le bien contre le mal facile, l'humanité contre le néant, qui sont des combats simples, mais en fait qui sont aujourd'hui agités par des politiciens un peu nasbrock, quoi. Pas de politique dans ma BD. Là, on n'en parle pas. Pardon, en reconnectant avec ton émerveillement d'enfant, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, voilà, une petite anecdote qui parle un petit peu du métier, quoi. Alors du coup j'ai un pur du coup j'ai un pur Château des Ombres maintenant. Il est très beau. T'es vraiment bien plus beau que tous ceux qui sont en vente. T'es vraiment une goule. Moi, j'ai une anecdote aussi, du coup, parce que grâce à mon métier, j'ai la joie de rencontrer plein de gens et dans 99% des cas, c'est des super rencontres. Et parfois, j'ai jamais fait de vraies mauvaises rencontres, mais là, par contre, un truc qui était vraiment très désagréable, c'était une présentation. Il y a des éditeurs qui font des grandes journées de présentation où ils présentent à tous les journalistes les titres forts qui arrivent dans l'année, mais ça rejoint un peu ce que disait Bones un peu sur la considération, où là c'était plus la considération d'être journaliste identifié comics, notamment par rapport à la fameuse place du comics en France. Donc l'anecdote est beaucoup plus courte, c'est juste que je retrouve un auteur avec qui j'avais fait un podcast il y a quelques temps et avec qui c'était super bien passé. Il était super content parce qu'il y avait sa nouvelle BD qui allait être présentée. Et il me disait, je pense qu'avec le dessinateur, tu vas voir, ça va te parler, ça devrait te plaire. Et puis il y a son éditeur qui arrive et tout. Il fait, salut. Donc là, c'est mon éditeur. Moi, je te présente Arnaud. Il est journaliste là. Il est spécialisé comics. Il aide l'éditeur. Il s'arrête. Il fait, pas de chance. Le truc le plus c'est, et on se connaît pas, on n'est pas potes. Le truc, et c'est juste genre, pas de bol. Et j'ai trouvé ça extrêmement désagréable parce qu'il y a vraiment une sorte de mépris, vraiment de dire non, le comics c'est pas de la vraie BD, quoi. C'est vraiment pas bon, quoi. Donc voilà, mais sinon tous les autres personnes que j'ai rencontrées, elles sont toutes très gentilles. Moi je veux bien passer après, dans le sens où avant d'être éditeur du label 619 ou même auteur,
Ou même opérateur J'ai essayé SFR, de rentrer ouais. dans des maisons d'édition. Ou même quoi? Opérateur SFR. ouais. Je fais des vannes sur les. Yann, je t'en veux, les t'as balancé anecdotes t'as d'avant. balancé le secret. Où, Mais maintenant, quand tout le j'étais monde. opérateur SFR. Sache que maintenant, une fois que ce podcast est mis en ligne, tout le monde va croire que t'as un opérateur SFR. Putain, voilà. si Vraiment, jamais en tu es- dédicace, si Tu jamais, es taillé. si jamais en dédicace, les gens me cassent les couilles avec ça, je te jure, je te fais virer ton putain de podcast. Ah ouais, carrément. Donc, un jour, je cherche à être signé chez une maison d'édition. Et donc, je rencontre un éditeur, je contacte un éditeur suisse connu. Il n'y en a pas 36, des éditeurs suisses connus. Et il me dit, donc je lui envoie mon projet et il me dit, bah écoute, tu passes à Genève, ça nous intéresse, il y a moyen qu'on fasse ta BD, etc. Je publie tel BD, c'est super, etc. Ça nous intéresse. Et moi, j'avais pas de plan particulier. Il y avait une maison d'édition à l'époque qui s'appelait Le Cycliste. Je sais pas si ça te dit quelque chose. J'avais plus ou moins une touche avec eux, mais bon, là, je me dis, cet éditeur m'a l'air quand même sérieux. Donc, je me déplace à Genève. Je dois m'expliquer auprès des gardes-frontières qui me demandent qu'est-ce que je viens faire en Suisse. Je présente une BD. Je me retrouve en train de présenter ma BD à des mecs à la douane, tu vois, qui me demandent à quel niveau de violence est ma BD, tu vois. Donc, je débloque. Je dis, attends, ouais, ça commence dur, quoi. Je passe la frontière. Il me laisse passer et tout. Et j'arrive chez cet éditeur. Donc, je vois déjà que il engage des mecs, c'est limite au black pour effacer les bulles d'achat de droits qu'il faisait, etc. et tout. Bon, je me dis, tiens, c'est un petit peu bizarre, là, le mec, il parle pas français et tout. Bon, bref. Peu importe, c'est pas mon problème. Je me dis, voilà, on commence à discuter et tout. Il me dit, bah, écoute, je te paye, en gros, il me payait 5 000 € pour le premier tome, en fait. 5 000 € pour le premier tome. Et il me dit, mais bon, il y aura des droits, d'auteur, etc. Évidemment, je me rappelle de ce mot, évidemment. Tu vois, manque de bol, quand je suis rentré en France plus tard, j'avais un pote juriste, je lui ai refait le contrat, il me dit, mec, il n'y a pas de droit d'auteur. En plus, la Suisse ne reconnaît pas le droit d'auteur. Donc, si tu signes ça, t'es baisé. Il va te payer 5 000 €, basta, t'auras rien à dire. Donc, bref. Mais avant ça, moi, j'étais chaud. Je me suis dit, bon, 5 000 €, c'est pas lourd pour un 128 pages, mais ça me fera mon CV, tu vois. Et le mec, il me dit, mais avant de signer, on fait ça avec tous nos auteurs. J'ai un petit bateau. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un petit bateau. Je t'emmène sur le lac Léman. Bon. Bah, je vais pas dire, bah non, je rentre, moi. Ouais, non. Tu vois, donc je vais sur son petit bateau. On arrive en plein milieu du lac Léman. Il sort une grosse bouée. Tu vois les bouées dans le jeu Tobin là, de 1986, là, je sais pas. Non, je suis pas. Des énormes. Non, tu vois les bouées où tu te mets dedans et puis tu fais les rivers. Tu vois, bon. Il sort ça accroché à une corde. Ah oui, bah il voulait te faire du ski, enfin pas du ski nautique, mais de la bouée nautique, quoi. Ouais, donc il me dit, tu mets le gilet de sauvetage et tout, et tu vas te mettre dans la bouée. Tous les auteurs font ça, tous les auteurs. Bon, je me dis, c'est Les gens sont étrange. Les gens sont fous. Bon, bah, je vais le faire, hein, tu vois. Le mec, Parce que je suis seul avec deux gars que je connais pas au milieu du lac Léman sur un petit bateau. Donc, je me dis, si je veux rentrer sur la terre ferme, faut peut-être que je passe par là. Donc, je mets le gilet et je monte dans sa petite bouée. Et là, je me dis, bah, il va se passer quoi, en fait? Bah, il va se passer que le mec, il démarre comme un bâtard. Et pendant, allez, sans déconner, je saurais pas dire, entre 3 et 5 minutes, il fait tout ce qu'il peut pour me faire tomber dans l'eau. Tu vois? Et moi, ben, je tiens jusqu'à un moment où je me dis, bon, visiblement, il veut vraiment que je tombe, donc j'ai fait genre, je tombe. Tu vois, parce qu'en fait, c'est physique, hein, tu vois, en vrai, c'était très physique, ça dure longtemps, hein, tu vois. Et une fois que j'étais dans l'eau, allez, vas-y, remonte et tout, je remonte dans le truc qui repart. Bon, j'ai senti que j'étais son jouet pendant un petit moment, là. Et bon, puis après, fin de l'histoire, entre guillemets. Mais je me suis dit quand même, après, en revenant sur la terre ferme, je me suis dit,
en fait, on est quand même prêt à mettre de côté même son ego, voire même son intégrité physique pour finalement signer une BD qui va te ramener 5000 balles, quoi. Voilà, c'est ça l'anecdote. Mais c'est un conseil aux jeunes auteurs, ne Non, faites mais pas c'est n'importe con, quoi non mais plus pour être publié. Ce jour-là, je me suis dit, en fait, j'ai quand même été con pour. J'aurais pu dire au mec, attends, ça sera aujourd'hui, je dirais, tu fous de ma gueule. Toi, d'abord, tu vas monter dans ta putain de bio, et peut-être qu'après, je le ferai, tu vois. Mais j'ai dit, ouais, vas-y, je le fais. J'étais prêt, en fait, à me dire, hein? Mais en fait, j'ai pas passé un bon moment, en fait, parce que t'as un lien de subordination quand même, même s'il y avait rien de signé. Et après, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ton cul. Bah dis donc. Je suis rentré, je fais lire le contrat à mon pote juriste. Il me dit non, signe pas. Donc je dis je signe pas. Donc à un moment donné, il m'appelle, il dit bah le contrat tu me le renvoies et tout. Je dis bah en fait je vais pas signer parce que l'histoire des droits d'auteur et tout. Et il me dit attends, quand t'es venu à Genève, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'on partait. Donc c'est bon, maintenant on part. Je dis bah tant que c'est pas signé ça. Il dit non mais il me dit la parole ça a une valeur. J'ai dit mais t'es gentil mais t'as ton putain de contrat. Enfin j'ai pas dit ton putain de contrat. J'ai dit ton contrat je signe pas, c'est tout, point barre quoi. Tu vois. Donc en plus le mec je lui avais peut-être laissé l'impression qu'il pouvait avoir suffisamment d'ascendant pour me dire t'as donné ta parole donc t'es foutu, ça vaut pour contrat. Voilà. Ah, tu t'es assis dans la bouée de la propriété, c'est comme ça. On a Simon Hutt qui est avec nous. Salut Simon. Ouais, j'écoute depuis tout à l'heure. Mais oui. J'ai appris que. Attends, juste. Alors attends, par contre, un dernier truc. Un dernier truc parce que ça rejoint. À un moment donné, j'étais chez lui. Chez qui? Chez ce gars-là, l'éditeur. Je lui dis, est-ce que vous avez des toilettes? Il me dit, les toilettes des invités, c'est là-bas. Ah oui. Donc il y avait les toilettes pour lui et les toilettes des invités. Simon, c'est à toi. Je sais plus comment rebondir là. C'est pas grave, tu enchaînes. Ne fais pas attention. J'ai appris des trucs avec Run. Donc j'ai fait mon introduction tout à l'heure, mais je vais la refaire un peu au micro. Vas-y. Oui. Moi, on se connaît depuis 2008-2009 parce que j'ai bossé chez Ankama. Quand je suis allé passer, j'ai bossé sur Wakfu, donc l'animé. Quand je suis allé passer mon entretien, je suis venu avec des pages que j'avais fait, qui étaient des pages des premières pages, quoi. Donc je monte et je me dis aller chez Ankama, autant aller voir Ron si je peux, tu vois. Je demande à l'édition. En fait, une fois l'entretien terminé avec Nico qui était le chef anime de l'époque, je dis bon il me dit bah voilà, tu peux y aller. Est-ce que je peux passer à l'édition voir Ron, lui montrer mes pages? Je dis, oui, on va voir. Donc j'y vais. C'était des grandes pages de BD, tu sais, crayonnées. J'avais fait une histoire, j'avais fait 30 pages. Et je me souviens d'un truc que tu m'as dit à l'époque, qui m'est toujours resté. C'est très bien, mais il faut qu'on te reconnaisse dans les pages. Il faut que quand on voit des pages, on se dise c'est du Simon, tu vois. Donc ça m'est toujours resté jusqu'à aujourd'hui. Quand je fais des trucs, c'est le premier truc que je me dis quand je fais mes pages. Ça va pas être des trucs marrants, hein. Vraiment. Mais c'est des trucs qui me sont restés et voilà et je trouve que c'était important. Deuxième chose, c'était quand je bossais sur Doggy Bags, sur le premier Doggy Bags avec Mojo. Quand j'ai commencé à faire du chara design, c'était mes premiers chara design de BD. Un truc que tu m'as dit, c'était il faut qu'on puisse en faire des figurines. Dans le sens où il faut que tes personnages soient suffisamment marquants, que les volumes, que la conception du personnage soit suffisamment marquante pour qu'on ait envie de les avoir. C'est ça. En fait, c'est plutôt il faut que t'aies envie de l'avoir en figurine. Ouais. Le character design. Ouais, mais ça, je continue de le dire. Bah ça, c'est pareil, je l'ai gardé, tu vois, ça m'est resté. Et le troisième truc, c'est hyper important, comment placer des mines à Battlefront pile dans la lisière des bâtiments à l'ombre pour qu'on ne voit pas les mines quand les véhicules arrivent dessus. Voilà, ça fait partie des 3 trucs que j'ai. Les 3 enseignements. Ça c'est ma spécialité parce que je touche pas une canette en tir, tu vois. Je mets tout le chargeur à côté. Donc ma spécialité c'était poser les mines et je peux te dire que c'était très vicieux. Et ça n'a aucun sens. C'est bien. Je peux expliquer comment je posais les mines, hein, mais bon, non, ça n'a pas intéressé grand monde. Non, on n'explique pas tout ça. Non, en plus, c'est bien. On a discuté plus d'1 heure autour de vos anecdotes du monde de la bande dessinée. Donc, déjà, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. N'hésitez pas, si ce genre de podcast, d'anecdotes vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez partager, bien entendu, First Print sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee.
après votre passage en librairie s'il vous reste encore des sous. Et on vous remercie à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis je vais vous demander à tout le monde de dire au revoir s'il vous plaît à celles et ceux qui nous écoutent. À vous. Non, mais Tu sens que c'est la fin, quoi. Tu sens que c'est la fin. Au revoir, ça n'a pas de. Allez, salut.